Bonjour à tous. Je m'appelle Élodie, j'ai 28 ans, et je viens ici pour partager une histoire qui, je l'espère, pourra aider ceux qui se sentent coincés entre l'amour d'une personne et l'amour de leur propre vie. On nous apprend souvent que l'amour suffit à tout, que, quand on veut, on peut, et que le compromis est la clé du mariage. Mais personne ne vous dit quoi faire quand le compromis signifie l'effacement total de l'un des deux. J'ai rencontré Marc quand nous avions 21 ans. C'était le coup de foudre classique, celui dont on parle dans les livres. Il était doux, ancré, stable. Moi, j'étais une étudiante aux beaux-arts, un peu chaotique, avec de la peinture sous les ongles et des rêves trop grands pour mes poches. Nous nous sommes mariés 3 ans plus tard, persuadés que nos différences faisaient notre force. Il était ma terre, j'étais son ciel. C'est ce qu'on se disait. Le problème, c'est que la terre et le ciel ne se touchent qu'à l'horizon, et l'horizon est une ligne imaginaire. Le tournant s'est produit l'année dernière. Ma carrière commençait enfin à décoller. J'avais vendu quelques toiles, j'avais été contactée par une petite galerie dans le Marais à Paris pour une exposition collective. Je sentais cette énergie vibrer en moi, ce besoin viscéral d'être au cœur de l'effervescence, de rencontrer d'autres artistes, de vivre au rythme des vernissages et des nuits blanches urbaines. Paris n'était pas juste une ville pour moi, c'était l'oxygène nécessaire à ma créativité. Marc, lui, étouffait. Il est architecte paysagiste, mais son rêve n'a jamais été de dessiner des jardins pour des balcons parisiens. Il voulait de la vraie terre. Il avait hérité de la vieille ferme de ses grands-parents dans le Cantal. Une bâtisse magnifique, isolée, entourée de kilomètres de silence et de verre. Il passait ses week-ends là-bas à rénover la toiture, à planter des arbres fruitiers. Il revenait à notre appartement de banlieue avec des étoiles dans les yeux, parlant de la paix, de l'air pur, d'une vie où le seul bruit serait celui du vent dans les chênes. Pendant des mois, nous avons évité le sujet. Nous vivions dans ce flou artistique, faisant semblant que nous pouvions avoir les deux. On ira les week-ends, disais-je. Tu pourras peindre là-bas, disait-il. Mais nous savions tous les deux que c'était un mensonge. Je ne peux pas peindre le silence éternel, je me nourris du chaos humain. Et lui, il ne peut pas vivre à moitié dans le béton. La discussion fatidique a eu lieu un mardi soir de novembre. Il pleuvait des cordes. Marc était rentré tard, il sentait l'odeur de la pluie et du métro, cette odeur qu'il détestait tant. Il s'est assis à la table de la cuisine, sans enlever son manteau. J'étais en train de nettoyer mes pinceaux. Le bruit de l'eau qui coulait était le seul son dans l'appartement. « Élodie, je ne peux plus », a-t-il dit. Sa voix n'était pas en colère, elle était juste épuisée. J'ai l'impression de mourir à petit feu ici. J'ai besoin de partir là-bas. Definitivement. J'ai fermé le robinet. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il entendait. Je me suis assise en face de lui. Je savais que ce moment arriverait. Je sais, ai-je répondu. Je le vois, Marc. Tu es comme un animal en cage. Il a pris mes mains. Elles étaient froides. Viens avec moi. S'il te plaît. On aménagera la grange en atelier. Tu auras toute la lumière que tu veux. On fera des enfants qui courront dans l'herbe, pas sur le bitume. J'ai regardé ses yeux que j'aimais plus que tout. J'ai imaginé cette vie. Une vie douce, lente. Une vie belle, objectivement. Mais en la visualisant, j'ai ressenti une panique, une sorte de claustrophobie terrifiante. Je me suis vue là-bas, isolée, loin des galeries, loin des critiques, loin de cette électricité qui me faisait me sentir vivante. J'ai vu mes pinceaux sécher. J'ai vu ma flamme s'éteindre pour ne devenir que l'épouse de l'homme heureux. Je ne peux pas, Marc, ai-je chuchoté, les larmes montant instantanément. Si je viens avec toi, je vais te détester. Pas tout de suite, mais dans 1 an, dans 2 ans. Je vais te reprocher chaque jour de m'avoir coupé de mon monde. Et toi? Si tu restes ici pour moi, tu finiras par me haïr de t'avoir gardé prisonnier. Il a serré mes mains plus fort, comme pour me retenir physiquement. Mais on s'aime. Ça ne compte pas? L'amour, c'est vouloir le bonheur de l'autre, ai-je dit, la voix tremblante. Et si mon bonheur est ton malheur, et inversement, alors l'amour ne suffit pas. On est en train de se détruire pour essayer de rester ensemble. Nous avons pleuré cette nuit-là, comme je ne pensais pas qu'il était possible de pleurer. Pas des cris, juste des larmes silencieuses, interminables, blotties l'un contre l'autre sur le carrelage froid de la cuisine.
C'était le deuil de notre nous. Nous réalisions que nos racines ne pouvaient pas pousser dans le même sol. Lui était un chêne, j'étais une plante grimpante urbaine. Le chêne a besoin d'espace, la plante a besoin de murs à escalader. C'était la décision la plus adulte et la plus déchirante de ma vie. Accepter que personne n'était le méchant. Il n'y avait pas de tromperie, pas de violence, pas de manque de respect. Juste deux âmes qui avaient grandi dans des directions opposées. Les semaines qui ont suivi cette nuit dans la cuisine ont été un étrange mélange de douceur et de torture. Nous avons décidé de divorcer à l'amiable, sans avocat agressif, juste nous deux répartissant nos livres, nos disques, nos souvenirs. C'était surréaliste. On riait parfois en se rappelant l'histoire derrière un bibelot, avant de se souvenir soudainement pourquoi nous faisions ça, et le silence retombait, lourd. Le jour de son départ a été le plus dur. Il avait loué un camion pour emmener ses affaires dans le Cantal. J'avais trouvé un petit studio-atelier dans le 11e arrondissement, minuscule, mal isolé, mais avec une verrière qui donnait sur les toits de Paris. Quand il a fermé la dernière boîte, il s'est tourné vers moi. L'appartement résonnait, vide. « Tu vas me manquer, Hello », a-t-il dit, la gorge serrée. « Toi aussi, Marc. » Chaque jour. Nous nous sommes embrassés une dernière fois. Ce n'était pas un baiser de passion, mais un baiser d'adieu, chargé de gratitude pour ces 7 années. Quand la porte s'est refermée derrière lui, je me suis effondrée. J'ai passé la première nuit dans mon nouvel atelier à fixer le plafond, me demandant si j'avais fait la plus grosse erreur de ma vie. La solitude était brutale. Paris, qui m'avait semblé si vivante, me paraissait soudain hostile et bruyante. Pendant les 6 premiers mois, j'ai cru que je n'y arriverais pas. Je peignais, mais c'était sombre, torturé. Je voyais ses photos sur les réseaux sociaux parfois, avant de me forcer à arrêter de regarder. Il avait l'air fatigué, mais serein. Il posait des pierres, il taillait des haies. Il construisait son monde. Et moi, je devais construire le mien. Puis, le printemps est arrivé. J'ai terminé une série de toiles sur la rupture, sur la fragmentation. C'était brut, violent et honnête. La Galerie du Marais a adoré. Ils m'ont proposé une exposition solo. C'était mon rêve, celui pour lequel j'avais sacrifié mon mariage. Le soir du vernissage, entouré de gens, de verres de vin, de conversations intellectuelles, j'ai ressenti ce frisson que je cherchais. J'étais à ma place. J'étais exactement là où je devais être. J'ai envoyé un message à Marc ce soir-là. Juste une photo de l'exposition avec écrit « Je l'ai fait ». Il a répondu 1 heure plus tard avec une photo de son jardin au crépuscule, le ciel en feu, ses arbres fruitiers en fleurs. « C'est magnifique, Hello. Je suis fière de toi. Regarde, mes pommiers ont fleuri. » En voyant sa photo, j'ai souri. Vraiment souri. Je n'ai ressenti aucune jalousie, aucun regret. J'ai vu la paix dans son image, comme il devait voir l'énergie dans la mienne. Aujourd'hui, cela fait 2 ans. Nous ne nous parlons pas tous les jours, mais nous prenons des nouvelles de temps en temps. Je sais qu'il a rencontré quelqu'un, une institutrice du village voisin, qui adore la randonnée et le calme. Au début, ça m'a pincé le cœur, c'est humain. Mais vite,